crise migratoire, la Hongrie dépassée par les événements. Des migrants ont été acheminés dans un camp de réfugiés à leur insu. François Hollande et Angela Merkel s'accordent sur des quotas d'accueil contraignants. Impressionnant défilé militaire en Chine pour les 70 ans de la victoire contre le Japon. La parade spectaculaire est l'occasion pour Pékin d'impressionner les puissances rivales. Et enfin, l'été n'aura pas apaisé leur colère. À bord de leur tracteur, les agriculteurs français ont débarqué à Paris pour exprimer leur ras-le-bol. Manuel Valls tente de calmer le jeu. Il annonce aujourd'hui une nouvelle série d'aides. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue. La crise migratoire, toujours à la une de l'actualité ce soir en Hongrie. La tension monte, des migrants ont été transportés vers un camp à leur insu. Les autorités ont tenté de les tromper en envoyant des trains vers l'ouest, mais ces convois ont été arrêtés à proximité de camps de réfugiés. On voit ça avec Chloé Demoulin. Nouvelle scène de désespoir en Hongrie. Des centaines de personnes se sont débattues ce jeudi pour ne pas être transférées dans un camp. Ils étaient plus de 200 à être parvenus à monter dans un train espérant rejoindre la frontière autrichienne. Mais ils ont été stoppés par les autorités à 40 km de Budapest. Les centaines d'autres restés en gare de la capitale, rouvertes dans la matinée après avoir été fermés pendant 2 jours, restaient eux dans l'incertitude. Certains nous ont dit que ce train allait en Allemagne, d'autres qu'il allait dans un camp, ou encore que la police nous laissait y entrer pour nous arrêter et nous emmener dans un camp. La situation est très étrange, je ne sais pas quoi faire. La Hongrie est loin d'être le seul pays des Balkans à faire face à cet afflux de migrants. Ce camp du nord de la Serbie accueille actuellement 250 migrants. Mais la plupart ne restent que quelques heures, désirant également rejoindre la Hongrie et peut-être l'Allemagne. Seulement, qu'arrivera-t-il si la Hongrie ferme effectivement sa frontière? Le Premier ministre serbe tire la sonnette d'alarme. Quand la Hongrie va interdire l'entrée à tous ces réfugiés, qu'allons-nous faire? Nous ne serons pas en mesure de gérer. Au cours des 2 dernières années, la Hongrie est devenue l'un des principaux pays de transit au sein de l'Union européenne pour les migrants. Mais elle a commencé en août dernier la construction d'une clôture barbelée de 175 km le long de sa frontière avec la Serbie. Et cette crise continue de diviser l'Europe. La Hongrie renvoie l'Allemagne à ses responsabilités alors que la Commission européenne appelle à faire preuve de solidarité. Le couple franco-allemand s'est réuni ce matin. François Hollande et Angela Merkel appellent à nouveau à mettre en place des quotas dans l'Union européenne. On revient sur toutes les réactions politiques du jour avec Julia Ganancia. L'Union européenne face à ses responsabilités. La Commission européenne demande aux États membres de répartir en urgence 120 000 réfugiés supplémentaires au sein de l'Union afin de faire face à l'accélération de la crise migratoire. Cette proposition semble avoir l'appui de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande. Mais pour Paris et Berlin, il faut faire plus. Nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui a été engagé ne suffit plus et qu'il y a des pays qui ne répondent pas à leurs obligations morales. Alors il faudra aller plus loin. Aller plus loin car le temps presse. Les propositions franco-allemandes seront soumises le 14 septembre à un conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne avant un sommet européen. Mais d'ici là, les divisions entre solidarité et fermeté face à la crise migratoire risquent de persister au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, les crispations sont croissantes. À Bruxelles, le Premier ministre hongrois défend fermement la gestion de la crise par Budapest. Le pays a fait l'objet de nombreuses critiques, en particulier pour sa clôture érigée à sa frontière avec la Serbie. Le problème n'est pas un problème européen. Le problème est un problème allemand. Personne ne veut rester en Hongrie, en Slovaquie, en Estonie ou en Pologne. Tous veulent aller en Allemagne. Sur la défensive, Viktor Orban signe une tribune ce jeudi dans un des plus grands quotidiens allemands. Il juge que l'afflux des réfugiés en Europe, musulmans dans leur majorité selon lui, constitue une menace pour l'identité chrétienne de l'Europe. La formule entraîne des réactions en cascade, à commencer par le président du Conseil européen. These times are a major test for all EU members.
J'appelle tous les dirigeants de l'Union européenne à faire preuve de solidarité avec les États membres qui font face à une vague migratoire sans précédent. Accepter plus de réfugiés n'est pas la seule solution. C'est un geste important de solidarité réelle. Une répartition équitable d'au moins 100 000 réfugiés parmi les États membres de l'Union européenne est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Car la division entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne inquiète de plus en plus. Certains États membres ne pensent qu'à endiguer la vague de migrants symbolisée par la clôture controversée en Hongrie, tandis que d'autres veulent plus de solidarité en défendant les quotas obligatoires de répartition de réfugiés entre les 28 pays de l'Union. À travers cette crise, les valeurs mêmes de l'Europe se retrouvent mises à l'épreuve, un tournant dans l'histoire du vieux continent. Et pour parler de ce dossier, j'accueille sur ce plateau Elie Barnavi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, essayiste, ancien diplomate israélien. Comment est-ce que vous expliquez l'impuissance de l'Europe à faire face à cette crise? L'Europe est impuissante non seulement à résoudre cette crise, on a bien vu la crise grecque, l'Europe trouve ses limites, si vous voulez. Et c'est là qu'on voit les failles terribles de la construction européenne. L'Europe est incapable d'agir en tant qu'unité, en tant qu'Europe. Elle agit parfois en tant que pays européen, que partie de cet ensemble. Mais en tant qu'ensemble, elle n'a ni les outils juridiques, ni les outils politiques, ni la volonté d'agir de concert. De plus, les gouvernements sont poussés par des partis populistes, démagogiques, xénophobes. Partout, il y a des élections en vue. Bref, l'Europe va à cette affaire-là en ordre dispersé. Mais elle va s'organiser. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne peut pas continuer comme ça, elle commence à le savoir. Et donc, ils finiront par s'organiser pour avoir un début de réponse commune à une crise épouvantable. Ça, au moins, ils en sont arrivés à reconnaître cela, que la crise des migrants est bien plus grave que la crise grecque qui était déjà pas sympathique. Absolument. Et cette crise, elle est d'autant plus grave qu'elle remet en question les valeurs humanistes de l'Europe. On a vu des réponses qui ont choqué, notamment à cette crise migratoire. Hier, ces bras avec ce numéro d'immatriculation imprimé par la police tchèque. Aujourd'hui, ces trains qui n'arrivent pas à destination. En Hongrie, ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Oui. Enfin, je conçois que cela choque. Mais ça ne rappelle pas ces ordres. Il faut garder les proportions. Si ces gens-là ont pris un train dont la destination était cachée, c'est moche, c'est tout à fait désagréable, mais on ne les a pas amenés à Auschwitz. Il ne faut quand même pas exagérer. Nous avons tendance, et c'est compréhensible, nous avons tendance à opérer des comparaisons historiques qui sont parfois choquantes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de milliers de malheureux qui sont en mouvement et qui vont là où ils estiment trouver une vie meilleure. On peut le comprendre. En même temps, il est évident qu'une Europe qui va en ordre dispersé, comme je l'ai dit, qui n'a pas les structures d'accueil, ne peut pas accueillir, c'est un mot de Michel Rocard, vous connaissez, toute la misère du monde. Et donc, c'est un énorme problème. Et j'espère qu'ils vont s'organiser pour avoir une réponse qui soit à la fois humaine, digne des valeurs de l'Europe, qui fonde quand même cette Union européenne et qui en même temps répondent, ne serait-ce que partiellement, aux besoins pressants d'une population à la détresse. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cette vague ne va pas s'arrêter tant que les causes qui font partie de ces gens ne seront pas réglées. Et ces causes ne sont que très partiellement dans les mains de l'Europe. L'Europe n'est pas responsable de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Afghanistan, de ce qui se passe en... C'est quand même un échec de leur politique étrangère. Oui et non. On dit qu'elle est responsable de ce qui se passe en Libye parce qu'il y a eu l'opération en Libye. Mais on oublie que la révolution anti-Kadhafi a commencé avant l'intervention occidentale. Et donc, à un sens, d'un côté, il ne peut pas intervenir militairement. Le temps de la diplomatie des canonnières est terminé, heureusement d'ailleurs. Donc, on n'appelle pas l'Europe ou les Américains à intervenir physiquement. On a vu ce que ça a donné. D'un autre côté, on leur fait gré du fait qu'ils n'interviennent pas et laissent donc se développer.
extrêmement difficile. Et vous voyez ce qui se passe ici, puisqu'on parle des réfugiés. C'est une crise qui n'a rien à voir avec l'ampleur de la crise européenne. Il s'agit de 505 000 individus qui sont déjà sur place et il n'y en aura pas d'autres, ou très peu, puisque maintenant on a scellé la frontière avec l'Égypte notamment. Est-ce que nous traitons ces gens-là de la manière dont nos propres valeurs, notre propre histoire auraient dû nous inciter à le faire? Nous sommes très loin du compte. Et donc c'est ainsi que les gens réagissent. Il y a toujours une espèce de raidissement, d'égoïsme collectif, de peur, d'incapacité. Et l'Europe, comme les démocraties en général, réagissent toujours un peu tard, mais je suis persuadé qu'ils vont réagir parce qu'ils n'ont pas le choix. Autrement, ce sera véritablement une débâcle. Et Israël, dans tout ça, un député israélien a appelé aujourd'hui à accueillir les réfugiés syriens. On en soigne, en tout cas pour l'heure, ça se limite à cela. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est envisageable quand on connaît l'histoire entre les deux pays? On ferait bien de commencer, tout ça c'est de la propagande d'assez bas étage, on ferait bien de commencer à s'occuper de ceux qui sont déjà là avant de s'occuper de ceux qui sont en Syrie. Merci beaucoup, Elie Bernavi, pour cet éclairage. Et puis ce symbole de cette crise migratoire, c'est résolument cette image terrible, celle qui a fait le tour du monde aujourd'hui. Cet enfant syrien, son corps sans vie qui a été retrouvé sur une plage turque. Une image qui devient le symbole, l'icône de cette crise migratoire. On va en parler dans une vingtaine de minutes dans le Grand Direct autour d'un débat. Pourquoi la presse européenne en a-t-elle fait une et non pas la presse française? Va-t-elle rentrer dans l'histoire? Ce cliché peut-elle en changer le cours? On en reparle dans une vingtaine de minutes. En tout cas, face aux réponses insuffisantes des autorités face à cette crise des migrants, eh bien, certains civils décident de prendre le relais et de venir en aide eux-mêmes aux migrants. Un véritable élan de solidarité est en train de voir le jour au sein de la population. Exemple à Paris avec Chloé Demoulin. Alors que les dirigeants européens semblent démunis face à la crise des migrants, la solidarité s'organise du côté de la société civile. C'est le cas par exemple à Paris où un site internet a été lancé pour mettre en relation migrants et bénévoles, une sorte de Airbnb des réfugiés dont le succès semble au rendez-vous. Là, on a de tout type de familles qui se sont inscrites, des personnes agricultrices, des banquiers, des gens qui vivent à la campagne, des gens qui vivent dans des villes, à Béziers, Montpellier, Bruxelles. On a énormément de demandes. Un mois, un trimestre ou un an, les hôtes peuvent choisir la durée d'hébergement qu'ils souhaitent proposer. Depuis le lancement du site, il y a à peine quelques jours, près de 200 personnes se sont portées candidates, à milieu du discours de repli souvent associé aux thèmes liés à l'immigration. C'est social et économique. Et l'idée, c'est de permettre de faire ensemble, aller au-delà du vivre ensemble, de construire ensemble. On n'est pas dans un dispositif d'assistance, on est dans un dispositif de collaboration et de co-construction surtout. Cette initiative s'adresse aux réfugiés statutaires qui ont des droits, notamment celui de travailler, mais qui ne connaissent souvent aucun français et n'ont aucun réseau, ce qui freine leur intégration. Le contrat d'accueil n'est ni financier ni définitif. Si l'une des deux parties souhaite arrêter la colocation, elle le peut. Mais l'association forme les hôtes afin que l'aventure se déroule dans les meilleures conditions. La première famille pourrait être installée dans une dizaine de jours. Et puis l'autre titre de l'actualité ce soir en Chine, ces commémorations en grande pompe de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70 ans après la capitulation du Japon. C'est également l'occasion pour Pékin d'afficher sa puissance militaire sur la scène mondiale. Décryptage à suivre, c'est dans un instant, juste après ce sujet de Maxime Pérez. La Chine voulait un événement à la hauteur de sa grandeur pour marquer la grande victoire sur le Japon en septembre 1945, il y a 70 ans. Pour afficher sa puissance au monde, Pékin avait choisi la célèbre place Tiananmen, 12 000 soldats, 500 véhicules militaires et 200 avions de son armée de l'air. Aujourd'hui, la Chine considère qu'elle n'a d'égal que les États-Unis. Pour la première fois, les autorités chinoises ont exposé au public leur nouveau missile balistique 21D, que la presse d'État a baptisé tueur de porte-avions. Chargés sur des gros camions porteurs à 12 roues, ces immenses fusées répondent au nom de Dongfeng, vent d'Est. Ils sont la hantise de l'état-major américain. Leur vitesse, 3500 km/h, les rend quasi invulnérables aux défenses antiaériennes. Quant à leur portée, elle est estimée par les Occidentaux entre 900 et 1000 km. Pourtant, la propagande officielle le martèle depuis des semaines. Ce défilé ne vise aucun pays et rend hommage à la paix retrouvée avec le Japon. Mais Tokyo a décliné l'invitation. Pas Vladimir Poutine, le président russe était aux premières loges, aux côtés de son homologue chinois.
Xi Jinping, qui pour l'occasion a accueilli en grande pompe une trentaine de chefs d'État. Au Palais du Peuple de Pékin, le président chinois a donné une immense réception. Il y aura inévitablement des hauts et des bas dans l'histoire de l'humanité. Mais il y aura aussi des progrès sans fin. Les victoires dans la guerre du peuple chinois contre le Japon et la lutte mondiale contre le fascisme a de nouveau montré que la bataille historique de la justice contre le mal ne peut pas être arrêtée. Qu'importe les mots, le régime de Pékin continue de mettre mal à l'aise le défilé militaire et les festivités du 70e anniversaire de la victoire de 1945 comptaient deux grands absents, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel. Alors quelle portée stratégique derrière ce défilé? On voit ça tout de suite avec Jean-François Huchier, spécialiste de la Chine. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette démonstration de force, qu'est-ce qu'elle révèle des intentions de la Chine? Écoutez, je pense qu'il y avait un contexte à la fois intérieur qui est un peu particulier en ce moment en Chine, avec tout ce qui se passe sur le plan économique. Il y avait, je crois, une volonté de créer un effet de diversion un petit peu pour le peuple chinois. On l'a vu avec les Jeux Olympiques et puis avec l'exposition universelle. À chaque fois, il y a la volonté, effectivement, de jouer sur la note nationaliste. C'est avant tout un message pour l'intérieur, pour le peuple chinois. Et puis, d'un autre côté, la Chine a répété effectivement qu'elle ne souhaite pas devenir offensive, mais elle souhaite justement montrer, notamment à ses partenaires asiatiques, qu'elle a la capacité maintenant de se projeter, notamment sur le plan régional, avec une armée qui a été complètement rénovée depuis une vingtaine d'années. Alors, par rapport à ses partenaires asiatiques, mais également un message adressé à ses rivaux, à d'autres puissances, les États-Unis en première ligne. Alors effectivement, les États-Unis restent la grande puissance présente en Asie, directement ou indirectement à travers ses bases et ses accords qu'elle peut avoir, et notamment avec le Japon et la Corée du Sud ou Taïwan. Donc il y a une Chine qui est renfermée un petit peu et qui se trouve à l'étroit dans son espace vital aujourd'hui. Et donc il y a un message effectivement très clairement envoyé aux États-Unis. Mais on voit du côté américain une volonté effectivement, non pas peut-être de circonscrire cette puissance chinoise, mais en tous les cas de rester bien présente en Asie, à la fois pour justement servir ses propres intérêts, mais aussi parce que les États-Unis continuent d'avoir des accords stratégiques très importants avec les pays de la région. Alors il y a eu cette démonstration de force d'un côté et en même temps cette annonce, réduction des effectifs de l'armée chinoise. C'est une mesure qui vise à rassurer cette fois ? Je ne suis pas sûr que ce soit une mesure qui vise à rassurer. Je pense qu'il y a toute une rationalisation qui est en cours dans l'armée chinoise, qui était une armée très nombreuse. Elle l'était encore bien plus il y a 2 décennies. Donc je ne prendrai pas ça pour une mesure d'apaisement. Simplement, on est en face d'une armée qui se modernise à la fois sur le plan technologique et qui se professionnalise aussi sur le plan des hommes. Donc c'est une annonce qui peut être interprétée comme cela et qui montre un bon vouloir du point de vue des autorités chinoises, mais je ne l'interpréterai pas de cette manière. Alors une dernière analyse sur la réaction du Japon cette fois, qui a demandé aujourd'hui à Pékin de cesser de ressasser l'histoire malheureuse, mais de se projeter vers l'avenir. Pourquoi cette rancœur des Chinois finalement ? Écoutez, on a de part et d'autre une utilisation et une instrumentalisation de la guerre. Du côté chinois, on répète que le Japon n'a pas fait les excuses suffisantes, qu'il y a toujours de la part des différents gouvernements, et en particulier du dernier gouvernement de M. Abe, des déclarations qui ne sont pas convenables, qui ne correspondent pas à la réalité. Et puis du côté japonais, on utilise effectivement la menace chinoise pour justement essayer de changer la constitution, faire en sorte que le Japon sorte de du pacifisme dans lequel il était enfermé depuis 1945. Et donc on sent bien que cette Deuxième Guerre mondiale est toujours instrumentalisée de part et d'autre, et on ne voit pas dans le contexte actuel comment on pourrait en sortir. Merci beaucoup Jean-François Huchier pour ce décryptage. Merci.
Et dans le reste de l'actualité, cette première réaction de Benyamin Netanyahou à la victoire de Barack Obama sur le nucléaire iranien, alors que le président américain est assuré de pouvoir exercer son droit de veto pour faire passer l'accord. Le Premier ministre israélien affirme que cette perspective va à l'encontre des convictions de la majorité de l'opinion publique américaine. On écoute le Premier ministre israélien. Nous avons une grande proximité avec un certain nombre de pays, les États-Unis en tête, ce qui n'empêche pas l'existence de désaccords, et il y en a. L'Iran est l'ennemi des États-Unis, il le dit ouvertement. Israël est l'allié des États-Unis, ce qui implique des conséquences en ce qui concerne notre sécurité dans le futur. Torah Evan Sapir, bonsoir. On vient d'écouter cette première intervention de Benyamin Netanyahou depuis que l'on sait avec certitude que cet accord sur le nucléaire iranien va bel et bien passer au Congrès américain. C'est un aveu d'échec à ces propos de Netanyahou? Pas véritablement. En tout cas, l'échec était prévisible, mais ça reste quand même un échec parce que l'objectif affiché de Benyamin Netanyahou, c'était de convaincre le plus grand nombre possible de parlementaires américains, notamment parmi les sénateurs, de parlementaires démocrates, de rejoindre les républicains dans leur opposition à l'accord sur le nucléaire iranien. De ce point de vue-là, l'échec est cuisant. Il faut bien l'avouer, il faut le reconnaître. Mais dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, on préfère voir bien évidemment le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est quoi ? Eh bien, c'est, comme l'a dit Netanyahou, l'opinion publique américaine qui a évolué de plus en plus nettement vers un rejet de l'accord. Et puis, la bataille du Congrès, elle n'est pas complètement terminée parce qu'il ne faut pour Barack Obama que 7 soutiens supplémentaires parmi les élus démocrates pour que l'accord sur le nucléaire iranien ne soit même pas soumis au vote du Congrès. Donc il y a encore une bataille. Si effectivement Barack Obama atteint cet objectif, et ce n'est pas un objectif inatteignable, eh bien l'échec de Benyamin Netanyahou, bien évidemment, n'en sera que plus cuisant. Alors on disait en tout cas que ce vote au Congrès était son dernier espoir à Benyamin Netanyahou. On sait que ce dossier est son cheval de bataille. Est-ce qu'il va devoir changer de stratégie? La stratégie, elle est claire, elle est affichée, c'est viser l'opinion publique américaine. Là-dessus, le terreau est assez fertile parce que les Américains, en général, se méfient de l'Iran. L'histoire récente et un petit peu moins récente leur ont donné de bonnes raisons de se méfier de la République islamique de l'Iran. C'est une stratégie qui a ses limites parce que la plupart des Américains sont bien davantage préoccupés par les questions intérieures, sociales, que par les questions de politique étrangère et internationale. Mais tout de même, le but de Netanyahou et de ses conseillers, c'est de présenter la victoire annoncée de Barack Obama au Congrès comme étant une victoire privée de soutien populaire, de légitimité populaire. Et ça, c'est un point important. Et puis aussi, il faut, pour Netanyahou, maintenir la pression sur les élus américains de manière à ce que ces fameuses compensations sécuritaires, stratégiques, soient le plus large possible, les plus généreuses possibles. Et de ce point de vue-là, il semblerait, pour l'instant en tout cas, que la stratégie de Benyamin Netanyahou soit la bonne sur cette question des compensations. Mais quoi qu'il en soit, l'accord va être adopté par le Congrès. Un échec, même si, encore une fois, du côté de Benyamin Netanyahou, on préfère voir le verre à moitié plein et se concentrer sur l'opinion publique américaine et aussi sur les successeurs de Barack Obama, qu'ils soient républicains ou démocrates. Il table sur l'avenir. Donc merci beaucoup, Torah Evan Sapir, pour ce décryptage. En bref, dans le reste de l'actualité, c'est désormais une certitude. Le débris d'avion retrouvé à La Réunion appartient avec certitude donc au vol MH370. Pour l'heure, la justice française avait fait état de fortes présomptions sur l'origine de ce morceau d'avion. Le morceau d'aile a été retrouvé, je vous le rappelle, fin juillet sur le rivage de Saint-André dans l'est de l'île de La Réunion. C'était des employés d'une association chargée du nettoyage du rivage qui avaient retrouvé ce débris. Et on en vient à cette offensive commerciale sans précédent. Jouets, vêtements, masques. À l'occasion de la sortie du 7e épisode de la saga Star Wars, une déferlante de produits dérivés va s'abattre sur le grand public. Les précisions de Joseph Emmanuel. Star Wars 7, le réveil de la Force, sort dans un peu plus de 3 mois sur les écrans. En attendant le réveil de la Force, c'est la promotion organisée autour du film qui se réveille ce vendredi. Un réveil tout en puissance, une véritable marée mondiale. Les produits dérivés débarquent dans le monde entier. Une organisation titanesque orchestrée par Disney. La maison mère de Mickey a racheté il y a 3 ans Lucasfilm, une transaction de plusieurs milliards de dollars. Tous les moyens sont bons pour faire parler du film avant sa sortie. Vidéos, publicités ou même opérations de faux, l'art de ce qu'on appelle le teasing, ou comment titiller la curiosité du spectateur
Une technique de marketing poussée à son comble. Sont également mobilisés pour l'événement les réseaux sociaux, les magasins Disney du monde entier ou encore d'innombrables émissions télé. Une promotion monstre pour les personnages de Star Wars 7. Des gentils et des méchants que l'on retrouvera dans un parc d'attractions construit pour l'occasion en Floride. Alors, les spécialistes en marketing n'ont-ils pas peur que l'on finisse par se lasser? Pas du tout, nous répondent-ils. 3 nouveaux films sont prévus d'ici 2020. La série des Star Wars aura alors plus de 40 ans. Une longévité exceptionnelle. Star Wars sera l'unique série que les enfants de demain pourront regarder avec leurs grands-parents sans avoir à leur expliquer chaque scène. Le premier Star Wars avait été financé du bout des lèvres par un producteur qui y croyait à peine. George Lucas avait renoncé à l'essentiel de son salaire pour demander 40% des bénéfices. Bien lui en a pris, le film a rapporté 800 millions de dollars. Depuis 1977, la saga Star Wars a généré un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros, l'un des films les plus rentables de tous les temps. Mais la plus grosse partie du business vient des produits dérivés, sabres laser, vêtements de Dark Vador, masques de Chewbacca, gobelets, posters et bien sûr les jeux vidéo. Une communication d'exception pour l'un des plus grands films de l'univers. Et on parle tout de suite de ce phénomène avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Analyste financier, c'est un sacré business cette saga. Effectivement, Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque, mais contre-attaque dans les produits dérivés. Simplement pourquoi? Parce que Disney, on s'en souvient, a racheté en 2012 à George Lucas, en fait Star Wars, et va lancer dans l'ensemble de la planète, en fait, aujourd'hui, ces produits dérivés à 3 mois du lancement officiel du film fin décembre. D'ailleurs, demain, ça va être une journée qui a justement été baptisée The Force Day, la journée de la Force, en référence au film. Disney va utiliser ses réseaux de Disney Store partout dans le monde pour avoir notamment tous les produits de Star Wars, mais également la concurrence Toys R Us. L'année dernière, qui n'avait que 4 produits référencés Star Wars, cette année, il va en avoir plus de 30 et 6 pages dans son catalogue pour les fêtes de la fin d'année. C'est véritablement un gros business. Il faut savoir que juste sur la licence des jouets, parlons que des jouets en France l'année dernière, le chiffre d'affaires était de 55 millions d'euros. Cette année, on pense qu'il va avoisiner plus de 70 millions d'euros. Donc, Disney prépare simplement les fans à acheter énormément de produits pour aller voir le film en fin d'année. Et ça va donc chiffrer. Exactement, très fort. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour cette analyse et merci à vous de nous suivre. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du grand direct débat à suivre sur ce plateau sur un sujet beaucoup plus sérieux, celui de la photo de cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage turque, photo qui symbolise la crise migratoire à laquelle fait face l'Europe. Restez avec nous. Crise migratoire, la Hongrie dépassée par les événements. Des migrants ont été acheminés dans un camp de réfugiés à leur insu. François Hollande et Angela Merkel s'accordent sur des quotas d'accueil contraignants. Imposant défilé militaire en Chine pour les 70 ans de la victoire contre le Japon. La parade spectaculaire est l'occasion pour Pékin d'impressionner les puissances rivales. Et enfin, l'été n'aura pas apaisé leur colère. À bord de leur tracteur, les agriculteurs ont débarqué à Paris pour exprimer leur ras-le-bol aujourd'hui. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour la suite du Grand Direct. Je vous le disais à l'instant, en France, cette colère des agriculteurs à bord de leurs tracteurs. Ils ont donc débarqué aujourd'hui dans la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Manuel Valls tente de calmer le jeu. Il a annoncé une nouvelle série d'aides. Le récit de Joseph Emmanuel. Les tracteurs, place de la Nation à Paris. 6 convois pour 1500 véhicules. Certains ont roulé plusieurs heures pour atteindre la capitale. Ils avancent sur Paris. Une entrée aux couleurs de la Bretagne, sur des champs celtes, pour exprimer la colère du monde paysan. Certains slogans sont on ne peut plus clairs. Paysans en détresse, la mort est dans le pré. Il faut se rendre compte que mes parents qui étaient agriculteurs il y a 20 ans vendaient la viande plus chère que moi je la vends actuellement. Avec l'augmentation des charges, c'est plus possible. Mon père vendait de la viande à plus de 5 € du kilo. Moi, j'arrive pas à 5 €. L'objectif est double. Interpeller l'opinion publique et réclamer des aides à l'État face à l'effondrement de leurs revenus. Aux commandes de ce débarquement, de jeunes agriculteurs, les tracteurs à l'arrêt, une délégation s'est rassemblée devant l'Assemblée nationale. Ils viennent des régions très touchées par les crises laitières et porcines.
Les principaux dirigeants syndicaux ont été reçus par le Premier ministre. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment, et c'est compris aussi comme ça par le consommateur, d'avoir un prix juste pour tous les maillons de la filière, pour le consommateur, mais aussi pour le producteur. Et là-dessus, il faut qu'on rénove nos relations commerciales, qu'on retravaille nos filières pour savoir comment aboutir à ce prix juste. Aboutir à un prix juste et surtout ne pas se mettre les Parisiens à dos. Les engins et les autocars remplis d'agriculteurs ont franchi les portes de la capitale alignés. Une seule ligne pour limiter la gêne, selon le mot d'ordre de leur syndicat, et l'asphyxie tant redoutée de la circulation n'aura donc pas lieu. Aux abords de la place de la Nation, le périphérique est quasiment vide. Sur la place elle-même, des renforts policiers sont déployés. L'une des préoccupations majeures des organisateurs est de ne pas tomber dans le défilé folklorique ou dans une parade de tracteurs. Ils entendent montrer leur détermination. Ils dénoncent aussi avec véhémence la guerre des prix entre les différentes enseignes de la grande distribution. Une guerre qui ne fait que tirer vers le bas toute la chaîne de production, une chaîne dans laquelle les agriculteurs ne sont rien de moins que le premier maillon. La photo a fait la une de la presse européenne, a bouleversé le monde, celle de la dépouille d'un enfant syrien retrouvé mort sur une des plages turques. Cliché que nous avons volontairement choisi de flouter, qui pourrait bien devenir le triste symbole de la crise migratoire que traverse l'Europe. L'histoire derrière ce cliché, c'est avec Léa Berdugo. Cette photo a ému l'Europe entière. On y voit le corps d'un petit garçon échoué sur la plage de Bodrum en Turquie. Aylan Kurdi, âgé d'à peine 3 ans, serait originaire de la ville syrienne de Kobané, une localité en proie à de violents combats entre Kurdes et membres du groupe État islamique. Les corps de son frère et de sa mère auraient été retrouvés sur le même rivage. Le père d'Aylan s'est exprimé dans un média turc. Il a déclaré que ses enfants lui avaient glissé des mains lorsque l'embarcation qui les conduisait en Grèce a chaviré. Les réactions se sont succédées dans le monde entier. En Grande-Bretagne, la majorité des journaux ont mis cette photo à la une. À Londres, les habitants se disent choqués et appellent l'Union européenne à une aide massive. Dégoûtée, totalement dégoûtée. Je n'arrive pas à croire que nous n'avons rien fait à propos de ça jusqu'à présent. Je pense qu'il est dégoûtant de devoir arriver à un point où les enfants sont en train de mourir avant même de reconnaître que nous n'agissons pas moralement. C'est affreux. Ils viennent juste chercher un peu de sécurité et d'espoir. Et qui de mieux équipé que la Grande-Bretagne, qui historiquement a été un des pays les plus importants de l'Union européenne, du monde entier. Si la Grande-Bretagne ne fait rien, alors qui va intervenir ? La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, ils doivent tous intervenir. Jeudi, 4 hommes suspectés d'être des passeurs ont été arrêtés à Bodrum par les autorités turques. Le président de l'État est lui aussi monté au créneau. Lorsqu'en Méditerranée, un bateau qui transporte des réfugiés fait naufrage et que le corps d'un petit enfant de 3 ans échoue sur nos plages, est-ce que l'humanité entière ne devrait pas rendre des comptes ? Le père du jeune Syrien a déclaré retourner à Kobané pour enterrer ses proches. Et j'accueille sur ce plateau Nadia Alice, bonsoir. Analyste du discours, chercheuse à l'université de Tel Aviv. Ali Waken, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Comment est-ce qu'il a réagi justement, ce monde arabe, à ce cliché ? Bon, le monde arabe a été choqué, bien sûr, Daniel, mais si on s'attendait aux moindres autocritiques au sein du monde arabe, on ne l'a pas trouvé. Il y avait des accusations les uns contre les autres, les partisans du régime qui accusaient les organisations de l'opposition et vice-versa. Mais ça a fait non pas seulement la une, des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont changé leur photo de profil et l'ont remplacé par la photo du bébé. Ce qui a choqué le monde arabe, c'est que ces quelques dizaines de milliers de réfugiés arabes syriens ont essayé de trouver la bonne vie, non pas dans un des pays arabes, non pas dans un des pays musulmans, mais ils se sont adressés vers l'Occident pour chercher cette vie meilleure. Et c'est vrai qu'il y avait des enfants qui ont péri pendant les attaques à l'arme chimique aussi dans cette guerre syrienne. Mais cette collection entre
un enfant, donc un innocent qui n'a rien vu dans sa vie, plus les flux des migrants vers l'Occident et le fait que les pays arabes et que les musulmans au monde regardaient ce bébé exactement comme tout le monde a choqué le monde arabe. Et cette photo a tourné peut-être pour la première fois dans un discours qu'il faut accuser les deux côtés, il faut faire tout pour arrêter la guerre. Peut-être qu'elle éveille les consciences, on va en parler dans un instant, mais cette photo a fait la une de la presse européenne, mais pas des journaux français. Différence de traitement qui a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Johan Hufnagel, directeur de la rédaction de Libération. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez à cette polémique sur cette différence entre les unes européennes et françaises autour de cette photo ? C'est évidemment une discussion assez intéressante. Alors comment est-ce qu'on explique cette différence ? D'abord, presque pour prendre un contre-pied, ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été unanimement reprise par les quotidiens britanniques, par la limite presque plus que pourquoi elle a été absente de la presse française. Les Britanniques, notamment la presse tabloïde, a quand même beaucoup à se reprocher sur le traitement qu'elle a fait des demandeurs d'asile. Et c'est vrai que là, il y a presque un retournement, un flip-flop, comme diraient les anglo-saxons. De la part de la presse française, c'est évidemment une erreur, et une erreur très malvenue. J'explique dans un éditorial demain dans Libération pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu cette photo et pourquoi ceux qui l'ont vue à Libération n'ont pas alerté le journal de la qualité et du choc que cette photo pouvait représenter. Il n'empêche qu'il faut faire attention de ne pas taper trop durement et de ne pas s'auto-flageller sur cette histoire. Je crois que la presse française et surtout Libération est en pointe depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines pour alerter sur ce phénomène d'exode, pour alerter sur la crise de l'asile que traverse l'Europe. Et que, je vous prends l'exemple de Libération notamment, on a fait plus de 6 unes depuis le mois de juin sur ce sujet, un nombre considérable de dossiers, d'entretiens, d'analyses, de reportages. Et ça tombe effectivement très très mal, puisque c'est une photo qui est très symbolique, qui peut peut-être changer non pas le cours de la guerre en Syrie, mais en tout cas la réception des demandeurs d'asile, que ce soit en Allemagne, bien sûr, qui accueille de façon assez magistrale son lot de réfugiés, mais je pense évidemment à d'autres pays qui ne le font pas, comme l'Angleterre, l'Italie et la France. Et notamment aussi, je pense aux politiques français et européens qui ont une vision très restrictive et très démagogique de ces questions. Donc oui, il y a eu une erreur de la presse française qui est assez surprenante, je vous dis, qui s'explique à la fois par deux phénomènes. Le premier, c'est que comme on traite beaucoup de ce sujet-là, voir une photo comme ça de plus peut aussi expliquer qu'on ne se rend pas compte tout de suite de sa portée. Le fait que Libération avait prévu dans le journal de vendredi de revenir sur l'asile fait aussi qu'il y a eu peut-être ce décalage. Et puis la photo qui a beaucoup couru sur Twitter en début de journée hier n'est tombée sur le fil AFP que vers 18h30 au moment où la plupart des journaux français sont en bouclage. Donc du coup, je dirais un peu presque tous les moments où l'alerte aurait dû être donnée sur attention, il y a une photo exceptionnelle qui peut changer le cours des choses, ces trucs-là n'ont pas fonctionné dans la presse française. En tout cas, c'est l'explication que j'ai pour Libération et qu'on peut peut-être étendre au reste des quotidiens français. Et d'ailleurs, le Herald Tribune, qui est distribué en France et imprimé en France, qui boucle lui à peu près dans les mêmes horaires que Libération, je crois n'a pas mis la photo en une. Merci beaucoup, Johan Hufnagel, pour cette réaction. Alors, on l'évoquait à l'instant, cette portée de cette photo qui est en train de rentrer dans l'histoire finalement. Comment est-ce que vous l'expliquez, Nadia Alice ? En fait, on ne peut pas expliquer comment une image, une phrase, une expression rentre dans le discours public. C'est un phénomène qui se passe dans la langue, ça se passe aussi donc avec les images. Il y a quelque chose évidemment qui attire le public à un certain moment. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de critiquer autant la presse française qui n'a pas su de quelque manière, comme on dit, comprendre la portée de cette photo. Il n'y a rien à comprendre. C'est une photo comme il y en a énormément. Oui, pourquoi celle-là plus qu'une autre ? Exactement. D'enfants morts, malheureusement, on peut en voir tous les jours de plein de zones dans le monde. Donc, on ne peut pas dire, voilà, les Français n'ont pas capté la gravité de la situation. La situation est très grave avec ou sans cette photo. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est vraiment quel est le discours, quelle est l'interprétation qu'on fait de cette photo.
à la base, l'image d'un enfant mort comme ça, sans justement l'innocent, comme Ali Waquet disait, c'est ce qu'on appelle un appel à la pitié. C'est quelque chose qui existe en rhétorique aussi. C'est en gros, le message consiste à dire faites quelque chose parce que vous voyez bien que nous n'avons plus de ressources, nous ne savons plus quoi faire, les enfants meurent, donc nous sommes arrivés vraiment au bout. C'est un appel à la pitié. Là, l'image, elle est reprise et le discours change complètement. L'interprétation est que c'est un appel à l'indignation et c'est très intéressant parce que en gros, on essaye de mettre des titres à côté de cette photo et on dit voilà l'Europe qui meurt, c'est la fin de l'Europe, c'est le symbole de cette crise. Non, ce n'est pas le symbole de cette crise. Il y en a plein de photos qui pourraient être le symbole de cette crise. C'est une crise très grave. Ce qui se passe est gravissime. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en Europe. Il y a aussi d'autres crises humanitaires ailleurs dans le monde. Ce qui est plus facile à faire avec un appel à l'indignation, c'est qu'on s'indigne vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quand on est face à un appel à la pitié demande de l'action. Ça veut dire que si je vous fais un appel à la pitié, vous devez faire quelque chose avec. Vous êtes appelé à réagir. C'est exactement ce que disait Matteo Renzi. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'émotion et agir. Voilà. Et, un appel à l'indignation, en gros, demande aux gens de partager cette photo sur Facebook, de dire aux hommes et femmes politiques vous êtes nuls. Mais finalement, la personne qui partage cette photo, elle est assise sur son canapé, elle ne fait que partager une photo, mais de facto, il ne se passe absolument rien. Et c'est là que cette hypocrisie, quelque part, est troublante. Deux points, Daniel. Nadia a parlé que ce n'est pas le symbole de cette guerre. Je ne parle pas des autres crises au monde, je parle de la crise syrienne. Il y avait pas mal de photos des bébés, des enfants tués, mais nul des anciennes photos n'a pas fait l'ampleur de cette photo actuelle de ce bébé. Donc moi je pense, j'ai suivi la crise syrienne depuis son début, je pense que c'est la chose qui symbolise cette crise, l'incapacité des innocents, l'incapacité des civils qui sont entre les deux camps belligérants, et surtout l'incapacité du monde arabe de prendre position et d'essayer de trancher leur position et de trancher cette guerre et de mettre fin à cette guerre. Et une phrase, on a parlé des mots et des phrases et des lettres, une phrase qui a choqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y avait un qui a écrit au moins la mère a accepté d'accueillir ce bébé, chose que les pays arabes et les pays musulmans n'ont pas été prêts à faire. Et vous pensez que ça peut changer le cours de l'histoire, que ça peut éveiller les consciences, ce genre de photos, puisqu'il faut le dire, les statistiques, les récits parlent peut-être moins que ces images, en tout cas pour les opinions publiques. Je crains moins. Pour les opinions publiques, pour la première fois, on a vu des gens qui accusent les deux côtés de la même ampleur, de la même responsabilité et non pas divisés. Mais j'ai dit, en total, j'ai pas vu de l'autocritique hier. On n'a pas vu des responsables qui disent qu'il faut commencer à dialoguer, non pas par les fusils et par les avions de guerre, mais sur la table de négociation. On a entendu le dirigeant turc Erdogan. Erdogan a pris une partie très intégrale, très directe dans cette guerre. Erdogan a la responsabilité d'avoir munir en armes et en combattant l'opposition syrienne. Donc lui, il ne peut pas accuser le monde, alors que lui, il a une grande part de responsabilité. Alors on a parlé de ces gens ces internautes qui ont partagé cette photo, mais il y a celle qui a pris cette photoreporter turque. Elle partage son émotion, elle raconte l'histoire derrière ce cliché, on l'écoute. À ce moment, quand j'ai vu cet enfant de 3 ans, Aylan Kurdi, j'ai été pétrifiée. Il était couché sur le ventre, sans vie dans les vagues, avec un t-shirt rouge et un short bleu foncé plié à la taille. La seule chose que je pouvais faire était de faire entendre son cri. Au même moment, je pensais être capable de le faire en déclenchant l'obturateur de mon appareil photo et en prenant sa photo. Galip, son frère, était couché à environ 100 mètres devant. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de gilet sauvetage sur eux. Rien pour les aider à flotter. L'image montrait le drame de la situation. On couvrait l'immigration clandestine sur l'île de Kos, en Grèce. J'ai photographié un groupe de migrants pakistanais qui tentaient de passer en Grèce. Et pendant que j'étais témoin de cette tragédie, tout à coup, on a remarqué ces corps sans vie. On a vu qu'ils appartenaient à des petits-enfants. On a été choqués. On a ressenti une grande douleur et la meilleure chose à faire était de faire entendre cette tragédie.
Voilà pour cette réaction du photographe derrière ce cliché qui est en train de devenir une icône. Je voudrais un dernier mot avec vous, Nadia Ellis, sur les réactions de la presse israélienne par rapport à cette photo et ces débats qui ont animé les éditorialistes, à savoir est-ce qu'il fallait la diffuser ou pas, est-ce que c'est du voyeurisme ou bien ça peut éveiller les consciences? Mais vous savez, en Israël, il y a une sensibilité qui est très différente par rapport à d'autres pays. C'est vrai qu'en Europe, je m'occupe en tout cas de l'Europe, j'ai analysé plutôt les réactions européennes. Ils ont moins de peur de montrer ce genre de photos parce qu'ils estiment justement que ça peut avoir un effet sur le public. En Israël, on évite à tout prix ce genre d'images, notamment quand il y a des guerres ici et qu'il y a des morts, on évite de montrer toujours. Parce que c'est peut-être une réalité qui est trop proche du jour au jour des Israéliens, alors qu'en Europe, c'est censé vraiment leur montrer une image qui est complètement différente par rapport à celle qu'ils ont tout le temps, aussi de ces réfugiés qui débarquent en Europe finalement et qu'ils voient comme des gens qui vont conquérir leurs maisons, leurs États, leurs travaux. Ils sont là pour en gros leur enlever leur bien-être et finalement un cliché comme ça sert à leur dire voilà, ce sont des innocents finalement qui essayent de vivre et c'est tout ce qu'ils demandent. Donc c'est compréhensible qu'on interprète cette image différemment de ce côté et de l'autre côté de la Méditerranée. Merci pour ce décryptage, Nadia Ellis. Merci, Ali Wakad, d'avoir participé à ce débat. On parle de la force des réseaux sociaux ce soir et c'est parfois la lutte contre le terrorisme qui se joue sur la toile. L'Arabie Saoudite vient de lancer une campagne sur Twitter pour lutter contre l'enrôlement des jeunes au sein de groupes terroristes comme l'État islamique. Explication, Solal Azeroual. Une campagne antiterroriste en ligne et sur Twitter. À l'origine de cette initiative, le prince Faisal Ben Mishal, gouverneur de la région de Qassim, ce prince saoudien décide de sensibiliser l'Arabie saoudite sur les enjeux terroristes dans son pays. Ses objectifs, empêcher la jeunesse d'intégrer les rangs de Daesh, contrer la propagande djihadiste de l'État islamique et redorer l'image de l'islam. Pour le monde entier, l'islam est associé au terrorisme. Mais l'Arabie saoudite s'érige contre le terrorisme et je veux le dire au reste du monde. Nous ne supportons pas le terrorisme et nous ne les aidons aucunement. La monarchie pétrolière du Golfe choisit donc d'investir les réseaux sociaux. Baptisée « Ensemble contre le terrorisme », la campagne est désormais traduite et diffusée en anglais. Une façon de prouver au reste du monde que l'Arabie saoudite s'oppose au terrorisme. Une grande partie du monde occidental perçoit l'Arabie saoudite comme le centre de l'islam. L'intervention publique du prince me réjouit en tant qu'individu musulman. C'est la preuve que l'islam n'a jamais permis l'émergence de ces terroristes. Ils commettent des actes terroristes de leur propre gré. Alors grâce à Dieu, je suis fier. Une fierté qui se traduit dans les chiffres. En juillet, le ministère saoudien de l'Intérieur annonçait avoir arrêté 431 activistes de l'État islamique. Allez, retour en France, on va parler sécurité routière car les autorités veulent éradiquer le problème des véhicules non assurés. On en parle avec vous, Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir Daniel. Et bien dès 2016, ce sont les radars qui vont se charger de traquer ces automobilistes non assurés. Mesdames et messieurs, les automobilistes, si vous n'êtes pas encore assurés, eh bien c'est le moment de le faire car dans quelques mois, rouler sans assurance eh bien, deviendra autrement plus risqué. Alors explication, à partir de 2016, Daniel, les radars qui vous flashent, vous savez, lorsque vous êtes en excès de vitesse ou que vous avez grillé un tout petit feu rouge, ça arrive, eh bien, pourront désormais vérifier si oui ou non vous roulez en défaut d'assurance. L'idée est simple, les petits boîtiers qui sont postés sur les routes ou sur les autoroutes de France vont désormais pouvoir photographier votre plaque d'immatriculation et croiser tout simplement les données avec les fichiers des compagnies d'assurance. On ne pourra donc pas y échapper. Il faut dire que le nombre de non-assurés ne cesse d'augmenter. Qui sont-ils, ces conducteurs qui n'ont pas d'assurance? Alors ce sont les jeunes qui sont les premiers concernés. Dans 6 cas sur 10, les conducteurs non assurés ont moins de 35 ans et c'est souvent l'argument économique qu'ils évoquent pour justifier leur absence de contrat d'assurance. Depuis la crise de 2008, de plus en plus de Français ont choisi de ne pas contracter de contrat d'assurance. Et puis aussi, il y a l'aspect psychologique, Daniel. On a moins peur du radar qu'on a peur du gendarme. Et comme la probabilité de se faire interpeller directement est de plus en plus faible, eh bien, on se passe plus facilement du macaron. Mais attention aux économies qui peuvent coûter très très cher parce que rouler sans assurance, c'est passible en France d'une amende de 3 700
750 € et de suspension du permis avec confiscation du véhicule, sans compter que si vous n'êtes pas assuré, eh bien, il vous faudra vous-même payer une facture qui pourrait être très très salée en cas de dommages corporels. Alors, dernière question, pourquoi cette mesure maintenant ? Alors, enjeu de sécurité routière, d'abord, puisque la part des non-assurés dans les accidents mortels est surreprésentée. Vous voyez plutôt ces chiffres, les non-assurés ne représentent que 2% du parc automobile en France, soit un petit million de voitures, mais 10%, c'est énorme, des accidents corporels survenus l'année dernière ont été causés par des personnes non assurées ou en délit de fuite. Et puis l'enjeu financier, évidemment, sans assurance, difficile de pallier la facture des dommages causés par le conducteur non assuré. Merci beaucoup Cyril Amar pour ce décryptage. Allez, on va changer de registre, on va parler football dans ce grand direct avec un focus sur l'Hapoel Kiryat Shmona, l'équipe qui dispute régulièrement depuis plusieurs années le haut du classement de première division en Israël, engagé un entraîneur arabe israélien pour diriger le club. C'est une première à ce niveau. Mathias Inbar l'a rencontré, reportage. Discret, il est pourtant en train de marquer l'histoire du football israélien. Son nom est plutôt méconnu de la scène internationale. Salah Khassarma, véritable symbole de l'Hapoel Kiryat Shmona, il vient d'en devenir l'entraîneur, le premier arabe israélien à la tête d'une équipe de première division de football dans le pays qui ne soit pas issu, comme Bnei Sarnin, de la communauté arabe israélienne. Un titre, d'ailleurs, qui le gêne. Je ne suis pas d'accord sur votre définition de l'équipe israélienne. Ici, on a toujours voulu qu'il y ait des joueurs arabes. Je suis ici depuis 10 ans et je n'ai jamais ressenti de différence de comportement à mon égard. Mais j'espère que mon cas poussera d'autres entraîneurs arabes à accéder à cette fonction, que tous les entraîneurs, d'ailleurs, réussissent. Kiryat Shmona fait partie des petits poussés en Israël. Un stade vétuste, des infrastructures sommaires, et pourtant la magie opère ces dernières années. Un premier titre de champion en 2012, Salah l'avait alors gagné comme joueur à 38 ans. Et depuis, le club fait partie du top 3 en Israël. Khassarma a d'ailleurs écrit l'une des plus belles pages de son histoire en remportant récemment le trophée des champions face au prestigieux Maccabi Tel Aviv. Ici, je le répète, à Kiryat Shmona, on ne fait pas de différence. Juifs, arabes, boliviens, brésiliens, un même vestiaire, une seule équipe et une seule famille. C'est le secret de la réussite de Kiryat Shmona ces dernières années et cela va continuer. Et la preuve, sur le terrain, au cours d'une séance d'entraînement, les défenseurs sont arabes israéliens, l'attaquant est français et le buteur du jour, défenseur de formation, est bolivien. Un melting pot, l'identité du club, dans une ville située à 2 km de la frontière avec le Liban. Le projet de Salah Khassarma pour cette saison, rester dans le top 3 israélien, s'imposer comme un entraîneur de premier choix et pourquoi pas un jour atteindre la sélection nationale. Allez, sport, toujours un mot de tennis et les suites de l'US Open. Les héros de la nuit sont Djokovic, Nadal et les Français. 4 sur 5 qualifiés. On fait le point avec Jean-Charles Banoun. Quand il en a fini avec son adversaire, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, n'est pas le dernier à aimer s'amuser. La preuve la nuit dernière, après un match très facilement remporté au deuxième tour de l'US Open, cette danse improvisée avec un spectateur descendu sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows. Auparavant, en étant beaucoup plus sérieux, Djokovic avait épuisé en 3-7 son adversaire autrichien Heider Maurer. En utilisant tous les coups en sa possession et notamment ce fameux lob de coup droit, Djokovic a usé le jeune Autrichien qui n'a pas existé dans ce match remporté très facilement 6-4, 6-1 et 6-2. On se rapproche donc de plus en plus de l'affrontement promis en quart de finale à Djokovic, celui avec Rafael Nadal, qui n'est plus le numéro 1 mondial qu'il a été et qui a d'ailleurs beaucoup souffert face à l'Argentin Schwartzmann. Une victoire vraiment pénible pour Nadal qui tarde à retrouver la plénitude de ses moyens. Il remporte ce match avec des sets particulièrement serrés, 7-5 dans le premier set. Puis ensuite, l'Argentin qui continue de poser des problèmes, notamment en fond de court.
obligeant Nadal à des coups plutôt improvisés, avec plus ou moins de réussite. Schwartzmann, malgré son petit gabarit, continue d'essayer d'attirer Nadal au filet. Et l'Espagnol a réussi quelques belles volées, propres à lui redonner sa fameuse rage de vaincre. C'est finalement 7-5 au troisième que Nadal se rapproche donc un peu plus de Djokovic en quart de finale. Avec un peu de chance en plus sur la balle de match et l'aide du filet. Pour les Français, la nuit aura été plutôt bonne également. Ils sont 4 à être passés, notamment Mladenovic, la Française, mais aussi Jérémy Chardy, que l'on voit ici, vaincre Klizan, le Slovaque, en 3-7. Voilà, c'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Dimanche soir, vous retrouvez Jean-Charles Banoun pour une nouvelle édition. En attendant, c'est avec Elsa Mimoun que vous avez rendez-vous pour un nouveau journal. 10 minutes pour faire le tour de l'actualité. Passez une très belle soirée sur notre antenne. La suite du grand direct sur i24 News, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du débat et j'accueille ce soir 2 sénateurs français qui sont en visite en Israël dans le cadre d'une délégation parlementaire. Roger Karoutchi, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Claude Raynal, merci d'être avec nous. Vous êtes bonsoir. Sénateur socialiste de la Haute-Garonne. On va parler bien sûr de votre visite en Israël, mais tout d'abord la une de l'actualité, on n'y échappe pas, c'est bien sûr la crise des migrants. Et cette photo qui a beaucoup ému aujourd'hui, celle d'un enfant syrien de 3 ans, son corps sans vie, retrouvé sur une plage turque. Qu'est-ce qu'elle vous a évoqué, cette photo? Écoutez, c'est toujours une consternation. D'abord parce qu'il s'agit d'un enfant, et ensuite parce qu'il s'agit d'une génération, aujourd'hui une position qui n'est pas gérée. Malheureusement, nous n'arrivons pas encore au plan européen à traiter cette question, et j'ai bien peur que nous ayons encore quelques images aussi dramatiques que celle-là dans les prochains jours. Quelle est la position de la gauche aujourd'hui dans cette crise des migrants? Elle est claire. Elle est d'abord celle de l'humanité, avant tout, et puis de manière plus large. Et évidemment, c'est de trouver à la fois des solutions humaines, transitoires, et à la fois également de se préoccuper du long terme, et donc de retrouver les conditions d'un équilibre des populations autour de la Méditerranée. Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui d'accueillir les migrants? Tout est un problème d'équilibre. Quand on dit est-ce que la France a les moyens d'accueillir les migrants, la France reçoit chaque année 65 000 demandeurs d'asile et elle accorde le droit d'asile à 15 000. Si évidemment, ce qui est peu par rapport au reste de l'Europe. Ce qui est peu. Nous avons une immigration légale qui est très importante par rapport au reste de l'Europe. Le reste de l'Europe a très peu ouvert sa réglementation sur l'immigration et joue beaucoup sur le droit d'asile. Par exemple, cette année, c'est un raz-de-marée en Allemagne, il y aura 800 000 demandeurs d'asile, 200 000 l'année dernière. Alors évidemment, par rapport aux 65 000 demandeurs d'asile français, ça paraît ridicule et dérisoire pour la France. Mais la France reçoit beaucoup plus d'immigrés légaux en proportion. Donc non, je crois que le problème est un problème humain d'abord, et l'image du petit garçon symbolise ce côté humain. Et c'est pas la seule. Quand on voit des images des navires qui sombrent ou des corps qui flottent, on ne sait plus dans quel monde on est. On est en 2015 et de voir ça, on se dit mais où est-ce qu'on est? Et en même temps, il y a un problème de responsabilité politique pour les responsables de chacun de nos États. Il est évident qu'on ne peut pas dire, par exemple pour la France, nous sommes ouverts à toute la misère du monde. Parce que si on nous disait demain, ou dans l'année 2015, ou dans l'année 2016, il faut que vous en receviez 500 000, 600 000, 700 000, mais c'est la population française dans son ensemble qu'on mettrait nous-mêmes en péril. Donc il faut qu'on trouve une solution européenne qui effectivement soit à la fois... L'Allemagne, en tout cas, aujourd'hui décide d'ouvrir ses portes aux réfugiés syriens. Elle fait la distinction entre réfugiés et migrants économiques. Pourquoi la France ne le fait pas? Nous, si ça dépend du droit d'asile, et si ça correspond au droit d'asile, il n'y a par définition pas de quotas. Il y a des quotas éventuels sur l'immigration. Le vrai sujet, mais c'est, je le reconnais, extrêmement compliqué, parce que
quand les bateaux arrivent, ils ne sont pas tous avec une fiche disant « moi je suis demandeur d'asile, moi je suis immigré, moi je viens d'un pays en guerre, moi je suis parti parce que je vis dans des conditions effroyables, mais il n'y a pas de guerre ». Le vrai enjeu pour l'Europe, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait la distinction entre ceux qui viennent de pays en guerre ou de pays où ils sont réellement persécutés et ceux qui fuient la misère en vrai, même s'il n'y a pas de guerre. Comment s'établit cette distinction ? En France, c'est toute une procédure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une demande d'asile et puis il y a une étude des cas, donc qui demande du temps quand on est dans une procédure de cette nature. Là, la difficulté, c'est l'aspect passif des arrivées et la nécessité de traiter durant cette période. Il faut bien regarder aussi que tous les pays européens ne sont pas dans la même situation démographique. Un des problèmes de l'Allemagne, elle le dit avec beaucoup de clarté, c'est sa question démographique. Dans l'avenir, elle a donc par rapport à la question de l'immigration de manière générale et de l'accueil de manière générale, une position aujourd'hui dans la population, qu'il a bien compris, beaucoup plus ouverte qu'en France, où nous avons une natalité très forte et des difficultés déjà d'intégration dans le monde du travail. La différence également entre l'Allemagne et la France, c'est que la population est plus ouverte, en tout cas en Allemagne, à accueillir ces migrants. Un dernier sondage vient d'être publié en France. La majorité des Français, 57% il me semble, s'opposent à l'accueil des migrants. Et c'est pour la raison que je viens de vous donner. Les Allemands ont une pleine conscience qu'ils auront besoin demain de forces de travail complémentaires dans leur pays. Ils sont donc par nature et depuis longtemps ouverts à une immigration raisonnée, mais à une immigration. En France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, sur le marché du travail, de plus en plus de jeunes qui arrivent, pour lesquels nous ne trouvons pas de solution. Et nous avons aujourd'hui donc une augmentation de la population et de la démographie. C'est pour cela que les Français, de manière générale, je pense, sont plutôt réticents sur cette question. Alors il y a la question économique, il y a également la question d'identité, des valeurs. Le Premier ministre hongrois qui déclare ce matin que l'identité chrétienne de l'Europe est menacée avec cet afflux de migrants. Vous êtes d'accord ? Moi je pense, sincèrement en tout cas pour la France et pour l'ensemble de l'Europe, autant il faut avoir un devoir humanitaire, ne pas évidemment laisser les gens persécutés dans ces situations. On parle des Syriens, on pourrait parler de manière plus large des chrétiens d'Orient et d'un certain nombre de populations massacrées ou persécutées par Daesh. On ne peut pas rester comme ça, dire ah non, restez chez vous, on va très bien. Et d'un autre côté, il est évident, on le voit bien, nous en France, avec la vague de terrorisme, avec le ressenti très difficile de la population française qui a le sentiment que les islamistes intégristes, les fondamentalistes remettent en cause les grands équilibres laïques, les grands équilibres de la société française. Il y a forcément une réaction, non pas, contrairement à ce que je lis ici ou là, raciste, mais une réaction presque d'autoprotection. Les gens se disent est-ce qu'il ne faut pas maintenir un équilibre dans la société où, par définition, les gens qui, historiquement, ont formé l'essentiel de cette société, avec des valeurs républicaines, avec des valeurs de laïcité, mais aussi avec des traditions, des coutumes, restent le socle de la société. Et sincèrement, moi je considère que c'est normal, parce que sinon, on ne voit pas très bien comment on peut encore s'appeler la France demain, ou l'Allemagne demain, ou peu importe. Intégrer, assimiler autrefois, oui, mais il faut avoir la capacité de le faire, et ça veut dire que le nombre compte. Parce que si vous êtes en face d'un nombre trop important, vous n'arrivez plus à intégrer. Comme l'a dit Claude tout à l'heure, nous avons un taux de chômage important, nous avons des problèmes financiers importants, nous n'avons pas la capacité d'intégrer beaucoup de monde en même temps, parce qu'on a déjà beaucoup de difficultés avec les Français. Et ces peurs-là qu'évoque Roger Karoutchi, est-ce qu'elles vont profiter à l'extrême droite, vous le redoutez ? On verra bien. On verra bien les débats. Je crois que c'est à chacun d'être solide sur ses positions. C'est à nous de présenter, en tout cas, une politique, de présenter une action. Et je crois que dès l'instant où les politiques font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils présentent le cadre et qu'ils donnent des objectifs et qu'ils précisent les choses pour les Français, il n'y a pas de raison que l'extrême droite se monte. Si par contre nous ne sommes pas capables effectivement de donner une réponse intelligible par la population, alors là, tout peut arriver. Alors on
parle de cette crise des migrants, il ne faut pas oublier non plus la source de ce problème, ce sont les conflits au Moyen-Orient, le conflit syrien. Est-ce que cette crise, c'est un résultat d'un échec de la politique étrangère de la France et de ses alliés ? Écoutez, s'il y a un pays qu'on ne peut pas trop mettre en accusation sur ces questions-là, il me semble que c'est la France. Parce que la France, au moment de la guerre d'Irak, a refusé. Hein, je le rappelle. Et il a fait savoir à l'époque, Dominique de Villepin, qui a fait un discours fameux à l'ONU, dont je crois que tous les Français, finalement, ont encore à l'oreille ce discours. On avait compris. Je pense que la France avait de la tradition, ce qu'on appelle la politique arabe de la France, avec finalement cette relation ancienne autour de la Méditerranée, c'est d'avoir compris qu'on ne pouvait pas déstabiliser impunément les pays du Moyen-Orient et qu'il fallait être très, très, attentif à la situation de tel pays. Et malheureusement, la politique américaine, je crois que celle-là qu'il faut plutôt citer, en Irak, a été plutôt désastreuse, et ensuite avec les conséquences que l'on connaît en Syrie, puis ensuite la Libye, etc. Et l'ensemble du bassin méditerranéen qui a été totalement déstabilisé. Aujourd'hui, il faudra aller plus loin, oui. Si je peux me permettre, je pense que ce qui se passe un peu partout, c'est aussi la manifestation d'un échec faramineux. Celui d'un rêve, peut-être, qui a été celui des printemps arabes. On a dit partout, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, ça y est, la liberté, la démocratie et tout. Et on se rend compte que, à la place, soit ce sont des régimes qui n'ont pas tenu, soit on a plongé dans le chaos, et en tout état de cause, il y a un vrai sujet, l'absence d'État fort dans des pays compliqués, qui sont parfois des créations historiques, on va dire, un peu factices. La Syrie ou d'autres États, voire l'Irak, ont été composés après la Première Guerre, franchement, dans des conditions, bon, voilà, hein, je suis géomètre, je te fais un carré, bon. Mais aujourd'hui, tout ça a explosé. Le problème de l'Occident, c'est que l'Occident n'a pas voulu traiter dans les temps les sujets, parce que c'était relativement facile de se dire chacun chez soi, pas d'ingérence, faites votre truc. Et le résultat, c'est que ça n'a pas fonctionné, et qu'aujourd'hui, il y a 250 000 morts en Syrie, il y a Daesh, on a peur du terrorisme, on ne sait pas quoi faire avec les migrants, et à un moment, il va bien falloir qu'on remette sur la table. L'Europe ne peut pas se laisser, pardon du terme, submerger, parce que on a un peu l'impression qu'il faudrait traiter cas par cas pour les migrants pour savoir qui on prend, dans quelles conditions et tout. Et on ne peut pas. Il y en a trop qui arrivent d'un coup. L'Allemagne ouvre. Mais on a dit à l'Allemagne, attention, vous ouvrez, mais vous êtes dans l'espace Schengen. Tous ceux que vous prenez peuvent venir donc chez nous après, sans problème. Et nous, on ne peut pas. Donc il faut une politique européenne équilibrée, mais il faut aussi une politique de fermeté, parce qu'on n'y arrivera pas. Alors, je voudrais qu'on parle de votre visite en Israël qui s'achève donc ce soir. Quelles sont vos impressions, les temps forts de cette visite ? Les temps forts ont été nombreux. Il y a eu vraiment un parcours très, très riche, si je puis dire. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas une découverte. Nous sommes venus déjà quelques fois en Israël. Je crois qu'on a été tous les deux touchés très particulièrement par la visite que nous avons faite à Shimon Peres, qui, si je puis dire, avec la sagesse que lui confère son âge et son expérience, nous a brossé un tableau finalement extrêmement optimiste. En tout cas, la volonté d'être tourné vers l'avenir. Et je crois que c'est toujours une leçon. Nous sommes beaucoup sur la vision du passé. Nous sommes beaucoup dans le présent. Vos questions, tout de suite, se référaient au présent. Et nous ne sommes peut-être pas assez dans la prospective. Et Shimon Peres, et je crois que c'est un avis partagé par toute la délégation, nous a amenés plutôt dans la prospective. Il ne nous a pas parlé de son passé, il ne nous a pas parlé de son histoire, il nous a parlé de l'avenir. Alors justement, parlons-en de l'avenir du rôle de la France dans ce conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer pour renouer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens? Alors, on a été, pas tous, toute la délégation a été très frappée au fur et à mesure des rencontres, des rendez-vous politiques, ou avec des responsables militaires, ou avec des responsables économiques, sur un grand sentiment de déception et de défiance à l'égard de la France. Le sentiment que la France n'avait plus le rôle qu'elle a eu dans le passé. Le sentiment que beaucoup d'Israéliens, politiques ou
ou militaire, ne considérait plus la France comme un partenaire, ni fiable, ni partenaire. Avec ça, ça ne pousse pas à faire beaucoup. C'était pas l'opinion d'un Shimon Peres qui, même s'il ne parlait pas de son passé à lui, a une vision sur le long terme, en disant, dans les moments les plus difficiles, la France a été là. Et ça doit nous pousser à dire au gouvernement français, rien n'est simple, que ce soit, vous voyez, par exemple, le gouvernement français avait pris une position très ferme sur la manière dont Israël avait géré son problème de migrants par rapport à un certain nombre d'Africains. Aujourd'hui, où nous sommes nous-mêmes confrontés au même problème, je pense qu'on doit se dire tous que les problèmes difficiles, il faut les traiter en amis. Et il faut que la France retrouve le vocabulaire, le positionnement nécessaire pour dire dans le Proche-Orient, Israël est la seule grande démocratie forte et proche de nous par ses valeurs, par son comportement, par son histoire. Il faut effectivement, dans une période aussi troublée avec Daesh, avec les insurrections, avec les morts, il faut retrouver le sens de l'équilibre. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'une politique française plus ouverte, avec beaucoup plus de liens avec les Israéliens. Vous partagez ce sentiment ? Oui, tout à fait. Mais je crois aussi que ce qui est peut-être mal compris par nos interlocuteurs, en tout cas israéliens, c'est le fait que finalement Israël est effectivement une espèce de môle dans ce Moyen-Orient, un môle de stabilité finalement, un môle qui partage les valeurs du monde. Et que nous partageons également en France. Et donc finalement, on lui en demande de plus qu'aux autres. C'est cela. C'est que les Français, pour les Français, Israël doit être une démocratie parfaite au Moyen-Orient qui ne l'est pas. Merci beaucoup Claude Raynal, merci Roger Caroutier d'avoir participé à ce débat. Bon retour en France et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi le Grand Direct. Dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur i24 News. Passez une très belle soirée sur notre antenne.